Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui entreprennent dans le secteur de la nutrition. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Zachary Thierry, qui est le fondateur de August Food. August Food, qui est une start-up dans le secteur agroalimentaire, culinaire, on pourrait même préciser, et une start-up qui s'est engagée dans le secteur de la dénutrition. Zachary va bientôt nous en dire un peu plus. Bonjour Zachary. Bonjour Grégory. Écoute, je suis ravi de t'accueillir dans Culture Nutrition, le podcast, pour que tu puisses nous parler de ta start-up, de ce que vous faites. Tu vas nous en dire un peu plus sur les produits que tu as développés et sur lesquels tu travailles au niveau de la commercialisation. Et puis aussi, je vais être très très curieux de connaître un peu ton parcours entrepreneurial, savoir un peu quelles ont été tes motivations pour entreprendre et en particulier dans ce secteur très bataillé de l'alimentaire. Donc voilà un peu le programme de cette discussion. Pour commencer déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens ? Alors oui, bien sûr. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc je m'appelle Zachary Thierry, j'ai 25 ans et ça fait bientôt maintenant 3 ans que j'ai fondé August Food, dont le métier est de lutter contre la dénutrition sur le secteur sanitaire et médico-social. La grosse particularité, c'est qu'effectivement, tu l'as dit, on a une très grosse ADN culinaire, et mon parcours à la base, je suis un pur produit d'école de commerce. J'ai fait tout mon parcours à EM Lyon Business School, avec une grosse spécialisation sur l'entrepreneuriat, le management de l'innovation qui m'a petit à petit amené à créer mon projet à la sortie de mes études. D'accord. Et donc un choix de formation qui était déjà très orienté entrepreneuriat, si je comprends bien. Tout à fait. Je me souviens très, très bien, de mon premier entretien, justement pour rentrer dans l'école et on me demandait ce que je voulais faire plus tard et je disais, plutôt partant pour l'entrepreneuriat, créer ma structure. C'est quelque chose qui me bottait déjà à l'époque. Alors, par contre, voilà, je savais pas du tout dans quel domaine. Si on m'avait dit que j'allais, créer dans un domaine que je ne maîtrisais pas du tout alors, c'est-à-dire celui de l'agroalimentaire et de la nutrition, je ne me serais pas cru. Mais pourtant me voici. D'accord. On va creuser justement qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser spécialement à l'alimentation. Et pour compléter la présentation de Auguste, est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce nom rigolo? Parce que je crois qu'il y a justement une connotation culinaire. Tout à fait. En fait, c'est un petit clin d'œil, à Auguste Escoffier, le chef Auguste Escoffier, donc qui est vraiment le père de la gastronomie moderne, dans les années, 1900 jusqu'à, 1936 à peu près. Auguste Escoffier, tout simplement parce que c'est lui qui a réinventé le concept de brigade. C'est lui qui est à l'origine du concept des sauces mères qui vont venir derrière se dupliquer, de manière tout à fait rationnelle dans leur production. Donc il y avait déjà, cette, optimisation, de la cuisine, de tout ce qu'on pouvait faire, cette première ADN du food service en fait, tout simplement et c'est aussi lui qui est à l'origine et ça j'ai trouvé ça assez amusant, le fait de s'être allié à l'industrie aussi, puisqu'il a créé avec, Marius Maggi le bouillon cube. Puisque lui avait des problèmes justement de créer en masse, pour ses 800 couverts midi, minuit, des fonds de viande, qui soient gustativement intéressants et donc il s'est allié avec, monsieur Maggi ou Maggi, je n'ai jamais su comment on disait vraiment, pour créer voilà une solution food service et sans doute la première de l'ère moderne agroalimentaire. Ah oui, donc en quelque sorte l'ancêtre des aides culinaires. Tout à fait. D'accord. Et si on remonte un petit peu plus loin, avant ton école de commerce, quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant, est-ce que tu avais déjà envie d'entreprendre? C'était quoi tes envies à l'époque? Quand j'étais plus jeune, alors mon métier de cœur quand j'étais enfant, j'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre, plus de 10 ans de théâtre et c'est vrai que, je voulais vraiment me destiner au métier, de comédien. Comédien, acteur de cinéma, c'est quelque chose qui me faisait vraiment rêver, parce que c'était, le charme, voilà, tout l'aspect derrière et puis le jeu, le fait d'être sur scène, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et puis,
Voilà, j'ai toujours eu envie de métier qui me permettait d'être indépendant, en fait, de pouvoir prendre mes propres décisions. Mmh. Après voilà, je pense qu'on ne naît pas non plus en se disant, qu'on veut être dépendant plus tard. Je pense pas que ce soit ça, mais effectivement, ça a toujours été une question de faire ce que je voulais faire au moment où je voulais le faire et surtout, pouvoir être à l'origine, des actions que j'allais mener. C'était D'accord. important pour moi. Et tu penses que l'entrepreneuriat, c'est une voie pour trouver son indépendance, du coup? Ben, maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, alors elle est toute relative, hein, j'entends bien, mais je vois autour de moi des amis, de parcours différents, hein, pas forcément d'école de commerce ou de l'université, économique et cetera, mais de multiples parcours différents. On arrive à un âge où, beaucoup de projets se sont montés en sortie d'études. Mmh. Et très vite, certains d'entre eux se sont rendus compte que c'était un moyen d'apprentissage supplémentaire, comme une continuité de leurs études, pour aller sur le terrain et découvrir finalement, ce qu'étaient leurs compétences et surtout leurs envies. Et aujourd'hui, ils ont arrêté leur projet, mais ça leur a permis de rebondir, hem et de toucher directement, bah, ce qui les passionne aujourd'hui dans leur métier. Donc oui, je le vois, comme un apprentissage, perpétuel, permanent. C'est le choix de l'apprentissage, l'entrepreneuriat, parce qu'on fait le choix de faire un métier ou d'aller sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, ou alors qu'on maîtrise, mais que du coup, on va aller plus loin et on est obligé d'avoir cette vision 360 qui nous permet d'aller explorer, ce qui n'a pas été exploré, jusqu'à présent. Alors là, je parle de l'innovation, mais on n'est pas obligé de Mmh. faire de l'innovation non plus, hein. Mais ouais, oui, oui, effectivement, c'est un parcours, c'est un vrai parcours, d'apprentissage. Ouais, complètement. Quel a été le déclencheur alors pour, créer Auguste et donc se dire, «OK, je vais entreprendre et je vais entreprendre spécifiquement dans le secteur de l'alimentation»? Alors, il y a eu, vraiment 3 phases dans ce projet. Je pense que la première phase a été lorsque justement j'ai eu mes premières expériences de stage, dans des startups. Et là, très vite, je me suis rendu compte que, je voyais, ces jeunes entrepreneurs, parfois moins jeunes, justement créer leurs projets, aller de l'avant. Moi, j'étais sur le terrain, je faisais de la prévente de produits qui n'existaient pas encore. C'était passionnant, C'était dans quel pour secteur? C'était déjà dans c'était l'alimentaire? alors c'était pas du tout dans l'alimentaire, c'était dans le produit industriel, enfin dans la tech plutôt. Je vendais de la téléassistance connectée. Donc en fait, j'étais déjà dans le milieu médico-social, Mmh. avec une innovation et à l'époque venait de se créer sous l'égide du gouvernement de Jean-Marc Ayrault sous Hollande. Ils avaient créé BPI venait de se restructurer une nouvelle fois, et il y avait la les filières de redressement productif et notamment, celle de la silver economy. Alors maintenant, D'accord. on n'emploie plus trop ce terme, hein, c'est l'économie des cheveux gris. Mmh. Donc préparer, toute l'économie pour, bah, les nouvelles activités liées au vieillissement de la population. Et donc, il y avait énormément de structures qui étaient portées par ce courant-là. À l'époque, c'était très à la mode. Et donc je voyais un peu toute cette émulation d'un point de vue écosystème. Le milieu de l'EHPAD, c'est un milieu que je connais très bien depuis que je suis enfant, puisque ma grand-mère, en fait, était, présidente, d'une association de visiteuses sur 3. Donc depuis que je suis gamin, en fait, je vais, jouer au loto, faire les lectures du journal et je pense que j'ai toujours eu une sensibilité, en fait, pour les personnes âgées parce que, j'ai un profond respect. Je suis quelqu'un de très nostalgique. J'adore découvrir ce qui s'est passé dans le temps, comment c'était avant. Alors le général de Gaulle, c'était Mmh. comment? Donc je posais plein de questions comme ça et donc c'est un milieu que je connaissais bien et plus l'expérience professionnelle qui m'a fait dire que bon, bah, en fait, on peut entreprendre plutôt facilement. Les écosystèmes en France sont structurés pour, on peut être accompagné. J'étais en fin de mon premier programme, donc le programme, bachelor de EM Lyon, et je me suis dit, «L'université permet de faire ce qu'on appelle être étudiant entrepreneur Ah en oui, parallèle de ses études». Donc qui permet j'étais, de monter ta boîte avant même d'avoir fini tes études, hein, c'est ça? exactement. Donc on pouvait, travailler en parallèle de ses études sur un projet et donc c'est ce que j'ai fait, et comment je me suis retrouvé dans l'alimentaire? Bah, c'est ni plus ni moins que, bah, ma grand-mère, Michèle, Thierry, qui, au moment du décès de mon grand-père, a complètement perdu, c'est le véritable cercle vicieux de la dénutrition, très classique. Un vrai cordon bleu qui du jour au lendemain, arrête totalement de cuisiner, n'a plus envie de manger toute seule,
une accélération de la perte d'autonomie, des solutions nutritionnelles en face qui sont pas forcément au rendez-vous, des solutions de repas qui sont pas forcément non plus au rendez-vous et donc perte de poids, perte de repères et infections, à l'hôpital et cetera, les séjours qui s'allongent, et finalement une rentrée, à l'EHPAD très, très, très rapide. Mmh. Et donc j'ai assisté à cette phase, qui a été très rapide, effectivement, et c'est là où je me suis dit, «C'est quand même dingue que, on puisse pas faire manger, nos grands-parents, nos parents, nos oncles, nos tantes correctement». Et donc ça a été le point de départ, c'était, de faire une offre qualitative de repas pour les personnes âgées et petit à petit, par effet entonnoir, par effet découverte, en fait, sur le terrain, en apprenant le métier de la restauration connective, en apprenant le métier de la nutrition, en discutant avec des chercheurs, des médecins, des gériatres, des professeurs, des je suis arrivé à la conclusion en grattant, grattant, grattant que, l'idée, ça serait peut-être de pas révolutionner, mais d'apporter une alternative beaucoup plus culinaire, au marché de la nutrition clinique, donc ce marché qui prend en charge la dénutrition, en apportant, bah, du goût et des nouvelles matrices, avec une idée toute simple qui me porte depuis le départ, celle de sauces gastronomiques enrichies. C'est notre première gamme de produits, c'est la gamme cœur de Auguste. Hem, donc voilà, et ça a été le point de départ. C'est là que je me suis lancé, après cette année de découverte, après l'expérience malheureuse de ma grand-mère et après le fait que, bah, moi personnellement, à l'issue de mes études, j'étais jeune, je me suis dit: «C'est maintenant ou jamais, sinon je vais partir dans le monde du travail et je vais me réveiller à 40 ans en me disant: "Bon, bah, tiens, et si j'allais créer la boîte?"» Mmh. Et puis, bah, j'aurais sans doute peut-être des enfants, d'autres responsabilités qui feront que j'irai pas forcément. Voilà, Donc le tous le le ces 3 déclencheur, en points. fait, il a été, double, donc à la fois une première expérience dans la silver economy, plus une expérience personnelle, qui t'a mis au contact, en fait, de, un peu de cet insight, chez les seniors de problèmes, alimentaires, en fait, hein, de C'est problèmes de ça, dénutrition. exactement. D'accord. Et si justement ça n'avait pas été dans la nutrition, tu penses que tu aurais pu entreprendre dans quel autre secteur? Très honnêtement, je pense que sur tous les secteurs où il y a un problème, qui touche le bien-être des gens, donc avec une vraie mission en fait, quelque chose de social, de tangible qu'on puisse sur lequel on puisse, vraiment, actionner un levier, immédiat, je pense que j'irai. Je réfléchis beaucoup là maintenant au monde du recrutement et c'est intéressant. Je vois pas mal d'entrepreneurs, qui ont monté des boîtes et qui aujourd'hui sur leur deuxième, troisième création, vont dans, les ressources humaines, le recrutement, l'aide à l'emploi pour les jeunes, et les moins jeunes aussi. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Donc il faut vraiment la combinaison des 2. C'est, quelque chose qui fasse du bien, qui soit actionnable rapidement, scalable aussi, hein, puisque Mmh. bon, ça reste une entreprise, qui doit être économique. Mais si, en plus de ça, tous les matins, on se réveille en se disant, bah, on a une vraie mission d'intérêt général, je trouve ça vraiment intéressant. Mmh, complètement, du sens. Du sens, oui. Et il y a d'autres entrepreneurs dans ton environnement proche, tes amis, dans ta famille, Alors maintenant, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs. Mmh. Mes parents, ma mère a toujours été, indépendante. Donc elle est coach en formation et c'est vrai que j'ai toujours vu, évoluer de ses missions en mission et elle a toujours été indépendante. Donc je pense que ça a joué aussi sur le fait qu'elle a jamais eu d'horaire en fait de bureau, mais beaucoup en déplacement quand même. Et mon père, lui, était directeur général d'une grosse structure dans la logistique, donc rien à voir. Mmh. Et arrivé en fin de carrière, entre guillemets, il s'est mis à son compte. Donc lui aussi, il a toujours géré un peu son rythme, comme il le souhaitait. Donc je pense que là aussi, ça m'a donné un peu les clés de me dire, cette volonté d'être indépendant par rapport au monde professionnel. Donc ça m'a donné ces premiers codes-là. Après, voilà, je hormis les amis proches, la famille, pas tellement, de lien avec l'entrepreneuriat. Mais ça me fait beaucoup sourire parce que j'ai mon autre grand-père que j'ai jamais connu, qui lui était, donc, un ingénieur assez rebelle de tout apparemment, Mmh. il était, lui aussi avait créé sa structure et il adorait les innovations, il adorait se poser sur des problèmes que rencontraient les gens et essayer de répondre à voilà, c'était un des premiers à avoir l'ordinateur, celui qui faisait 3 armoires.
Alors il était tout fier de dire: «Bah, en Champagne-Ardenne, je suis le seul à avoir, l'ordinateur». Donc je pense qu'il y a toujours eu ce goût, pour l'innovation et d'être, indépendant, autour de moi, ce qui fait que je me suis permis de penser que je pouvais y arriver aussi. Parce qu'il y a Mmh. aussi ça, hein, c'est avoir, se dire que c'est possible, tout le monde peut pas forcément se le dire, en fonction, bah, de son parcours, de son éducation. Donc moi j'ai eu beaucoup de chance là-dessus et je Et c remercie, mmh. tous mes proches pour ça. Et ce côté rebelle, je rebondis là-dessus parce que j'ai vu une petite vidéo, où tu expliquais que quand tu étais, gamin, pour toi 6 fois 2 ça faisait pas 12 Ah et oui. que et du coup, est-ce que c'était déjà un côté rebelle qui a été aussi un moteur aujourd'hui pour entreprendre? Ouais, alors là, je pense que je dis rebelle, mais c'est surtout un peu dyslexique, hein. Je suis très, très, très nul en maths. Calcul mental, c'est pas mon fort, mais effectivement, il y a toujours eu cette volonté de se démarquer, en fait, heu je me souviens surtout à l'époque de l'école, je faisais toujours un peu mes propres consignes, quoi. Il fallait que ça vienne de moi, il fallait que ça soit, comme, je pensais, et c'est pas parce qu'on me disait que j'allais le faire que j'allais le faire. Il fallait toujours que je reformule pour que je fasse derrière. C'était mon côté un peu chiant, hein, je pense, et effectivement rebelle. Mais bon, je connais beaucoup plus rebelle que moi, hein. Je suis quand même pas le plus rebelle des D'accord. rebelles. Mais oui, oui, il y a ce côté de sortir, absolument du sentier battu, quoi. Mmh. Alors si on creuse un peu le concept de Auguste, qui est très intéressant puisque on est en effet, à mi-chemin entre, le produit de nutrition clinique qui est Mmh. aujourd'hui dominé par, des grands laboratoires, Nutricia, Nestlé Clinical Nutrition, Baxter et cetera, qui font ces produits-là depuis très longtemps, qui ont une grosse position. Et de l'autre côté, sur la cible des seniors en EHPAD, en institution, on va retrouver tous les grands de l'agroalimentaire à travers leur division food service, hein, qui vont avoir des solutions pour ces cantines dans les hôpitaux, et cette restauration collective. Donc comment tu te positionnes toi par rapport à ces 2 univers? Et puis surtout comment tu fais pour, trouver ta place quand on est un petit poucet dans un monde qui est dominé par des géants? Ça a demandé beaucoup, beaucoup de temps, sur le terrain et sur la compréhension du marché, en effet. J'ai pas été le plus rapide là-dessus, mais je pense que tout le temps qu'on a passé à cette recherche-là nous permet aujourd'hui d'avoir un positionnement assez clair, qui est celui d'un acteur du food service santé. Et c'est vraiment le positionnement qu'aujourd'hui je mets entre les 2 segments que tu viens de citer, c'est-à-dire le monde, du laboratoire, du médical, avec, les grands leaders, et le monde de l'agroalimentaire qui se spécialise petit à petit, pour les acteurs, de la restauration. Moi, je crée un entre-deux qui s'appelle le food service santé, dont, le seul et unique but est de créer des solutions culinaires, pour lutter contre des pathologies assez précises. Aujourd'hui, on adresse la dénutrition et pas dit que demain on adresse d'autres problématiques, avec un positionnement, comme je le disais, donc food service, et c'est là où le terrain a beaucoup aidé, beaucoup joué. C'est que je l'ai dit tout à l'heure, tu l'as dit aussi, notre ADN, elle est culinaire, donc on s'est associé avec, le chef Christian Tête-Doigt, qui est le parrain, hein, du projet. C'est, grâce à lui, qu'on a pu mettre au point, cette solution-là. Donc c'est un chef étoilé lyonnais qui est très, très impliqué sur la restauration médicale. Hem Et donc c'était impératif que, voilà, le produit vienne de la cuisine, vienne pas du laboratoire. Ensuite, sur l'autre partie, food service, c'est la partie d'utilisation. On a pensé notre produit pour qu'il soit le plus simple possible dans son utilisation, avec les contraintes des régimes spécifiques, avec les contraintes des déclinaisons pour les chefs, pour les seconds, pour les intérimaires, pour toutes les personnes qui vont rentrer dans une cuisine sur le secteur médico-social, et on sait combien le secteur est en crise, d'un point de vue, turnover, recrutement. Donc il faut que le produit puisse être facile d'utilisation. Et l'autre partie sur, comment on se différencie, bah, des Baxter, des Nutricia, de tous ces gens-là, c'est que on répond finalement, on répond à la même problématique, mais de manière totalement différente pour les acteurs, puisque eux rentrent via des canaux pharmaceutiques Mmh. ou de la vente en direct. Nous, on rentre par la cuisine. Pour autant, on reste un produit de soin. C'est un produit qui est prescrit, qui doit être utilisé, pardon, sur avis médical. Et donc ça, c'est important. Seulement, tout sera géré en cuisine et non plus dans les services. Donc OK. il y a plusieurs choses qui font que notre positionnement, il est
assumé sur la partie culinaire, de par nos formulations, nos produits. C'est que des ingrédients naturels, il y a pas d'additifs, pas de conservateurs. L'enrichissement, il est extrêmement intéressant d'un point de vue concentration par rapport aux autres produits, de compléments nutritionnels oraux. On est pratiquement ISO en termes de concentration. Voilà, donc ça, c'est vraiment les deux premiers aspects et puis derrière, c'est le côté utilisation par les professionnels du soin de la restauration. Ça permet de décharger les équipes en service, en Mmh. salle, de ne plus gérer les commandes, de ne plus gérer: «Ah bah, c'est madame untel va préférer la fraise, à la framboise, c'est plutôt du jus, plutôt des compotes» et cetera. Là non, on remet l'activité de nutrition, en cuisine de la manière la plus simple possible et de la plus vertueuse, ça reste de l'alimentaire heu, donc voilà, on se différencie comme ça. Maintenant, on n'aura jamais, pour l'instant, les volumes qu'eux ont, c'est sûr. Mais nous derrière, ce qu'on propose, à nos clients, c'est, bah, toute la valeur ajoutée derrière, sur le culinaire, hein, et puis le Mmh. fait de ramener la nutrition en cuisine. Donc toi, tes clients et ton canal de distribution, c'est, les chefs et éventuellement peut-être les diététiciens nutritionnistes dans les hôpitaux, les maisons de retraite? C'est ça. Alors c'est toujours en concertation, Mmh. c'est-à-dire que l'utilisation, on la valide avec le chef, l'organoleptique, on la valide avec tout le monde, les équipes, diète, nutrition des sites. Mais, ce qui est intéressant dans notre projet aussi, c'est que, il va peut-être pas pouvoir s'implanter partout. Mais du coup, ça nous permet de une fois qu'on a le groupement ou le centre hospitalier en question, a vraiment la volonté de travailler avec nous, on sait que ça va être très facile parce que, là, il y a une vraie coordination entre les services de soins, les services de cuisine et là, on sait que pour nous, bah, c'est du pain béni parce qu'on a juste à laisser vivre le produit et ça va tout seul. Donc voilà, tout va dépendre des organisations, mais nous, nos canaux, c'est vraiment de rentrer via les sociétés de restauration collective, via, des canaux d'accès direct, donc s'adresser directement au groupement, par exemple. Et à terme, l'idée, c'est de faire un produit un peu plus food service, dans sa distribution et de travailler, d'être référencé, que ce soit sur des listes d'achat, régionales, nationales, ou via des grossistes, comme des acteurs, classiques comme Pomona, par exemple, ou d'autres. Mmh. Là, tu parlais des sociétés de restauration collective, les SRC comme on les appelle dans le jargon. Donc c'est des Ouais, gens comme, Elior, Sodexo, et Restalliance qui du coup, vendent eux des plateaux complets, aux hôpitaux, maisons de retraite et toi tu viens t'encapsuler dans un menu, dans un de l'un de ces c'est plateaux, c'est ça. ça? Tout à fait. En fait, on est vraiment, un acteur qui vient en plus et ce qui va être intéressant, c'est de travailler avec ces SRC et bah, typiquement, je peux vous donner un exemple très concret, avec le groupe Compass, qui ont une marque dédiée au médico-social et sanitaire, donc Medirest, avec, l'ensemble de l'équipe, cuisine, offre alimentaire, et l'équipe soins. On arrive vraiment à créer une offre dans lequel Auguste trouve totalement sa place puisque nous, on va arriver à atteindre des niveaux d'enrichissement qui sont difficilement atteignables par, l'alimentation classique, et donc du coup, derrière, ça permet vraiment de monter en compétence à tout point de vue, et de faire vraiment d'élever la prestation vers le haut sur la partie nutrition. Mmh. Voilà, tous les acteurs aujourd'hui, réfléchissent à des solutions comme ça, Elior également, tous les acteurs nous, l'idée, c'est vraiment de se concentrer avec eux, d'avoir un partenariat privilégié, pour monter une offre qui soit cohérente, et la mettre en place de manière, cohérente, qu'on soit différenciant par rapport à de l'agro-industrie prête à l'emploi finalement, Mmh. hein, voilà. Et tu parlais de praticité donc pour l'utilisateur, donc je ne sais pas si c'est le cuisinier ou si c'est la SRC et je pense que c'est un point à souligner qui est important dans ton concept, c'est que les sauces se présentent sous forme de galets portionnés, C'est ça, surgelés, si je me c'est souviens ça. bien. Mmh. En fait, une des contraintes majeures qu'on a sur, le domaine, hein, de la nutrition, c'est que, soit on utilise des produits prêts à l'emploi qui sont souvent les mêmes choses, donc les saveurs, les textures peuvent varier, mais, globalement, c'est, jus ou crème. Là, pour enrichir l'alimentation classique, on n'avait pas d'autre choix que d'utiliser des poudres ou des pâtes parfois. La grosse problématique de ces produits-là, c'est le côté, protocole. Comment on les intègre dans les préparations? Comment on les intègre dans les fichiers recettes? Est-ce qu'on est sûr qu'on a mis la bonne dose?
et on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup creusé la tête là-dessus et au final, le fait d'avoir des galets, ça simplifie énormément puisque, on sait qu'une dose de sauce, bah, c'est 3 petits galets et ça nous permet de les napper comme on veut, que ce soit en liaison chaude ou liaison froide, hein, d'ailleurs. Nous, on Mmh. travaille sur les 2 liaisons. Ça simplifie le travail puisqu'on ne se prend pas la tête, tout simplement. On utilise le produit, on n'a pas besoin de réfléchir. Ça, pour moi, c'est un bon produit dans le sens où, d'un point de vue utilisation, ça paraît, tout à fait logique de l'utiliser comme ça. Après, là où il y a un peu plus de travail, c'est le fait de le travailler en déclinaison dans les régimes, de donner à la bonne personne, et cetera. C'est pour ça que je te disais, le gros enjeu, c'est qu'il y ait une bonne coordination, une volonté des sites et des groupements de travailler la dénutrition, de travailler contre la dénutrition, autrement, quoi. Mmh. Et pour avoir des éléments de comparaison, les petits galets là, on en met combien dans une assiette? Donc ça sert d'accompagnement à une viande ou un légume, j'imagine, et ça apporte quoi, comparé à, bah, des poudres qu'on devrait rajouter par ailleurs, ou comparé à de la viande mixée des fois qui est rajoutée, ou comparé aux solutions de nutrition clinique qui sont ces espèces de petits shakes de C'est ça. protéines et de calories, qui sont les référents de la nutrition médicale? Alors, en fait, nous, on a vraiment, été basique là-dessus, c'est-à-dire qu'une dose de sauce, c'est 3 petits galets ou l'équivalent d'une louche à sauce. Voilà. Mmh. Ça, c'est la valeur référente. Cette valeur-là, elle apporte 10 grammes de protéines et plus de 100, ça dépend la référence, mais entre 110 et 130 kilocalories par, dose de sauce. La gamme de sauces aujourd'hui, elle se compose de 3 références, donc champignons, qui est à base de cèpes, fromagère, c'est mascarpone, gorgonzola, parmesan et une sauce nature qui est une sauce veloutée qu'on a, intentionnellement, hem, peu, agrémentée pour qu'elle puisse être retravaillée, par le chef en fonction, du plat du jour ou, de la solution enfin voilà, de ce qu'il veut faire. On peut mettre, moutarde, miel, capre, voilà. On peut vraiment la travailler comme on le souhaite. Hem Et le gros avantage de celle-ci aussi, c'est qu'on peut l'intégrer dans les soupes. Et la soupe, c'est vrai que c'est quelque chose d'employé, je prends l'exemple des EHPAD, tous les soirs, il y a de la soupe. Parce que c'est quelque C'est chose ça, qui est c'est le consommé, c'est quelque potage. chose qui est aimé, c'est le potage. Et nous, on peut intégrer, la soupe dedans. On peut aussi intégrer les sauces comme ingrédients. Typiquement, on a un concept avec, Medirest qu'on appelle le mix et délices Auguste. Donc c'est un savoir-faire qu'eux ont, qui s'appelle le mix et délices et derrière nous, on va venir incorporer la sauce en nappage, une partie en nappage, mais une partie aussi dans le produit. Ça permet d'humidifier le produit, ça permet d'apporter de la texture, du goût, et d'enrichir. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grosse problématique qu'on a et je reviens aux poudres, c'est comment on enrichit l'alimentation classique. Bah, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser des poudres et là, faut, avoir des protocoles de recettes, de remise en température parce que les poudres, c'est très bien, c'est efficace, ça enrichit en protéines, pas forcément en calories, mais ça enrichit en protéines, mais par contre, bah, faut le diluer assez fort. Donc on sait que ça marche dans les soupes, et encore, faut que ça soit vraiment, bien mélangé, bien dilué. Pour autant, bah, voilà, ça demande un suivi et un savoir-faire, assez important. Donc D'accord. on vient se différencier de cette manière-là Alors et justement, aujourd'hui en termes de différenciation, est-ce que tu as des concurrents qui sont positionnés un peu sur le même créneau, d'une façon ou d'une autre? Oui, il y a déjà certains acteurs de l'agro-industrie qui, par exemple, je pense à Dossi ou Bonduelle qui ont créé des gammes de purées enrichies. Il y a aussi, d'autres, acteurs comme, bah, Nutrisense, mais là on est voilà, je vous parle que de très grosses structures qui commencent à travailler sur des produits un peu plus food service. La différence qu'il y a, c'est que ces produits-là ne rentrent pas, dans les budgets soins. Ce ne sont pas des produits qui sont prescrits et là, le chef, si vous le prenez, parce que c'est le chef qui active la commande, hein, lui, il se pose pas 1000 questions. C'est-à-dire que, entre un produit, une purée classique dans laquelle il pourra intégrer de la poudre, assez simplement d'ailleurs, et un produit qui va coûter peut-être 2 fois, 3 fois plus cher, il va pas forcément se poser, 10 heures la question, quoi. Il va commander la purée normale, donc c'est pour ça que ces produits sont voilà, faut qu'ils c'est encore trop food service, peut-être pas suffisamment santé. Il faut pas oublier que, voilà, c'est des produits qui sont prescrits, donc il faut quand même ga avoir un enrichissement assez important, dans le Mmh. produit, donc
Donc voilà, ça commence à voilà, je pense que les agro-industriels vont se reposer. Enfin, il y a une volonté dans tous les cas qui est là. Après, je suis pas dans leurs bureaux, donc je peux pas vous dire exactement si, si ça phosphore, de manière importante. Et sur des plus petits acteurs, des petits acteurs comme nous, des projets, il y en a pas mal, également qui se créent, mais alors avec une dimension différente, c'est-à-dire plutôt, allier gourmandise et plaisir, et bien-être. Peut-être moins en apport, protéique et calorique mais plutôt pour le domicile, en fait, sur le marché à domicile, sur, des produits qu'on connaît bien, hein, des madeleines, des cakes, des soupes, Mmh. mais en apportant une dimension plus culinaire, en fait. Et Mmh. ça, c'est très bien parce qu'il faut qu'il y ait des produits qui soient accessibles, qu'il y ait une continuité de la prise en charge entre l'hôpital et le domicile. Nous, on a préféré se concentrer sur le B2B dans un premier temps. On réfléchit, très fortement, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de sollicitations pour, le portage de repas, pour, tout ce qui est au domicile. Mmh. Voilà, mais c'est 2 activités différentes, des canaux de distribution OK, bah, oui. différents, Mmh. des investissements différents. Donc on va déjà se concentrer, ici sur le B2B, food service santé et après, très, très vite, l'idée c'est d'aller, explorer, ce qu'on peut faire pour le domicile. Parce que là, il y Mmh. a un très, très gros besoin quand même. Et là, on voit, si on parle un peu du développement des produits, du côté innovant, on voit qu'on est sur des produits qui sont très techniques. Du coup, j'imagine que tu t'es entouré de compétences, alors je ne sais pas si c'est en interne, en externe, à la fois sur le volet nutritionnel, mais également sur le volet, formulation, organoleptique, Mmh. industrialisation? Ouais, tout à fait. Ça a été un peu le parcours du combattant pour moi qui ne suis pas du tout issu de l'ingénierie, agro. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment, appris le métier petit à petit. Au début, quand on est une jeune entreprise innovante, qu'on propose des innovations comme ça, on a la chance de pouvoir participer à des concours et de gagner des subventions, lesquelles on peut aller les dépenser en fait, en prestations. Donc je me suis, tourné vers des cabinets en fait, hein, de conseil en formulation pour aller, vers la formulation. Mais je me suis vite rendu compte que ça allait prendre beaucoup plus de temps, que le produit était quand même très complexe à formuler et que, bah, si on porte un projet agroalimentaire, c'est quand même mieux d'en maîtriser le savoir-faire, Mmh. de savoir de quoi on parle. Donc c'est pour ça que je me suis associé, à une ingénieure agroalimentaire, donc spécialisée en formulation de produits innovants et qui du coup, grâce à elle, on est vraiment monté en compétence sur cette partie-là, et moi j'ai appris du coup aussi, par la même occasion à formuler des plans d'expérience, tout ce qui pouvait jouer sur, la production, la conservation, les diagrammes et cetera. On a passé beaucoup, beaucoup de temps. C'était en plein covid, et donc voilà, donc c'est avec Carla Lucet, Jacquet, que, du coup on a développé cette première gamme de produits, et sur la partie purement scientifique, on a fait beaucoup le tour, de l'ensemble des professeurs, en gériatrie. On a beaucoup travaillé avec l'INRAE et le CSGA qui est vraiment précurseur sur, cette dimension de recherche, plaisir et goût. Mmh. Donc Virginie, Van Wilmelbeck, Claire Sulmon-Rosset, tous leurs travaux sur, opalescence, renaissance, des grands programmes de recherche portés aussi par l'Union européenne, sur ces dimensions-là. Donc ça nous a permis de, voilà, vraiment cadrer et puis après il y a aussi l'aspect réglementaire, hein. On a des cahiers des charges à remplir, on les remplit et puis, voilà. Mais ça a pris beaucoup de temps et c'est vrai et on a déposé un brevet. C'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par là aussi, c'est quand même, notre fierté, c'est que, bah, on a vraiment et voilà, il y a eu une vraie nouveauté sur ce produit-là. L'homme du métier n'y serait pas arrivé forcément puisqu'on a un peu, cassé les codes nous aussi dans nos formulations. Donc hem, C'est donc un voilà, brevet c'est qui protège quoi du coup? Enfin, qui repose sur quelle partie de enfin, alors sans révéler de secret industriel, bien sûr? c'est procédé et formulation. D'accord. Voilà, c'est l'association des 2 qui fait que, on arrive au résultat escompté. Mais c'est vrai que pour avoir échangé au tout début du projet avec des industriels qui, avaient tenté de travailler sur des matrices un peu similaires, en enrichissement, ils en étaient tous revenus parce que c'était impossible pour eux de Mmh. formuler Parce de qu'en fait, la formuler, hein. la complexité, pour enfin, sans rentrer dans trop de techniques, mais, la complexité, c'est que dès que tu mets des protéines C'est dans ça, une sauce, ça te fait un truc tout plâtreux qui est à la fois pas bon et qui est trop solide. c'est ça. En fait, la voilà, c'est tu l'as résumé, la grosse problématique de travailler sur des produits enrichis, c'est que la protéine, elle va, tout dégrader.
Le goût, le visuel, la texture, tout, 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 tout. Alors, il y a de multiples facteurs sur lesquels on peut jouer pour, justement arriver, à les combiner et au résultat, escompté. Mais, mais oui, la protéine, c'est très, très compliqué. On a testé peut-être plus de 350 références, on a caractérisé énormément. Hem, mmh, voilà, c'était des après-midi entières à passer à faire la même chose en cuisine. Mais aujourd'hui, on est très heureux de l'avoir fait parce que Mmh. c'est grâce à tout ça qu'on y est arrivé. Donc il y a une double barrière à l'entrée par rapport à une potentielle concurrence. C'est déjà tout le chemin de R&D que vous avez parcouru avec tes partenaires, plus Mmh. le brevet qui fait que parce que c'était un peu la question que je me posais, est-ce qu'un industriel agroalimentaire qui fait des sauces, demain, peut venir te concurrencer sur ton marché? Alors, je pense que là, il y a plusieurs réponses. La première, c'est vraiment l'aspect, purement, scientifique. Toute personne qui fait de la sauce enrichie n'arrivera pas forcément à satisfaire. Il y a quand même le côté organoleptique, il y a le Mmh. côté prise, dosage, qui et l'accompagnement, en fait, hein. C'est surtout l'accompagnement que nous, on a avec les clients qui font que, le produit trouve son marché, et arrive à être utilisé. Donc je vois mal aujourd'hui un industriel dont le métier est de faire fonctionner une usine en 3-8, pour produire de la sauce, investir massivement dans des études scientifiques pour aller montrer que son produit fonctionne, parce que nous, il y a un gros investissement sur la partie réglementaire, cahier des charges. Il faut savoir communiquer auprès des clients, toute cette, compétence que nous, on a acquise sur la nutrition, donc c'est pas des choses simples, donc ça demande une sacrée équipe commerciale. C'est des démarchages qui sont aussi assez longs, rapides pour certains canaux, mais globalement, voilà, c'est une toute autre activité et ça serait quand même un sacré pivot, pour, des acteurs de l'agro. Donc voilà, il y a une dimension, preuve scientifique, cahier des charges réglementaires, brevets, qui font qu'aujourd'hui, on peut se prémunir de la concurrence et travailler intelligemment avec, le monde D'accord. agro-industriel. Et sur la partie industrielle justement, tu n'as pas d'usine en propre, donc j'imagine que tu sous-traites auprès de partenaires privilégiés qui assurent cette partie-là C'est de la ça. chaîne? Tout à fait. Bah, c'est toute la complexité de trouver, le bon sous-traitant puisque nous, notre activité, alors je dis pour l'instant, puisque c'est pas notre projet pour l'instant, mais il n'est pas d'investir dans, une antenne de production. Ma volonté n'est pas de devenir industriel, ma volonté, c'est de créer, des produits qui soient innovants, qui soient gustativement intéressants, qui répondent à des problématiques de pathologie. Et donc voilà, c'est, un peu comme on disait à l'école de commerce, new market, new product. C'est ça notre volonté, c'est de s'étendre, en créant de nouvelles références, et en ayant ce savoir-faire-là. À terme, peut-être qu'on aura un intérêt à créer une usine, mais très honnêtement, voilà, c'est un autre métier et Oui, ça demande des compétences, énormes, et aujourd'hui, on préfère, investir autre part oui. que là-dedans et il y a des gens qui font très, très bien, la sous-traitance donc là-dessus, il y a Donc pas de sujet pour l'instant. concentration sur l'innovation et sur la commercialisation et alors, au niveau de la commercialisation, comment tu es organisé? Est-ce que tu démarches en direct des SRC, des groupements d'hôpitaux? Est-ce que tu as des commerciaux? Est-ce que tu as des partenariats? Alors, sur la partie, purement commerciale, on y va en 3 phases. La première phase, c'est vraiment de se concentrer avec, nos partenaires privilégiés, notre partenaire privilégié sur la partie société, restauration collective. C'est de travailler avec eux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont des commerciaux, ils ont des offres qui sont en place, ils sont en place, et ça nous permet, nous, d'aller expérimenter, de peaufiner notre offre. Donc on apprend avec eux. Donc ça nous fait gagner du temps, et surtout en entourage et de pouvoir, être, plus, dispersé, que si on était tout seul. Il y a 2e canal, c'est vraiment la vente en direct. C'est tous les groupements qui font eux-mêmes la restauration, qui s'approvisionnent eux-mêmes, qui du coup, sont susceptibles d'utiliser des produits comme les nôtres. Donc là, c'est du démarchage en direct, hein. Ça prend un peu de temps parfois c'est très rapide, selon le degré de maturité, en fait, sur la problématique de la dénutrition où ils en sont.
On peut dire quand même que, avec ce qui s'est passé, cette année, donc il y a eu 2 événements. Il y a eu le covid, qui a fait exploser les taux de dénutrition dans les établissements médico-sociaux notamment, où les établissements ont acheté massivement des compléments nutritionnels oraux qui sont quand même pas gratuits. Et là, fin du covid, enfin fin de cette période covid, la conclusion c'est que, bah, les CNO ça marche pas forcément. Mmh. Pour tous les sujets. C'est adapté pour certains cas de figure, mais par contre, l'employer de manière systématique pour tout le monde, qui serait dénutri, c'est pas forcément la chose la plus pertinente. Donc beaucoup de groupements Donc se les sont les posés CNO, juste pour resituer, pour ceux qui connaissent pas, c'est les compléments oui, nutritionnels oraux. C'est ce segment de la nutrition clinique là qui se présente souvent sous forme de petites bouteilles de lait, hyper protéiniques et hyper caloriques, ou alors ça peut aussi des petits formats, briques ou, crème dessert, c'est la ça. plupart du temps. C'est ça, on peut retrouver aussi des madeleines, des produits comme ça. Donc il y a plusieurs gammes, mais c'est vrai que les plus classiques, les plus consommés, ça reste, bah, soit les poudres, soit les jus à boire et les crèmes dessert, qui sont des choses qu'on donne en fait entre les repas. Oui, c'est Et plus des donc collations. c'est des collations, mais quelle collation? Parce que parfois on parle de 200 grammes de produits, juste avant le dîner, qui sont quand même enrichis, parfois, de manière très importante. Donc il y a un effet coupe-faim qui est là. C'est pour ça que je dis, attention parce que les CNO c'est très utile. Ça fonctionne très, très bien dans certains cas de figure, mais pour quelqu'un qui serait en dénutrition, on va dire modérée, hem, avérée, hein, mais modérée, qui s'alimente bien par son repas, ça serait dommage d'aller, lui bloquer le repas parce qu'on va lui donner du CNO. Il en aura plus intérêt à enrichir son alimentation. Donc sur cette partie-là, vente en direct, comme je le disais, les établissements, sont en train de structurer, parfois restructurer, une démarche, une stratégie, des protocoles pour la prise en charge de la dénutrition parce que c'est la bête noire de que ce soit des hôpitaux, des maisons de retraite, la dénutrition, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, et c'est quand même un des aspects bien-être, plus importants pour les résidents et leurs familles. Donc, certains groupements, voilà, il y a eu un peu un effet heu, voilà, la dénutrition était souvent passée en second plan avant et bah, avec le covid, plus ce qui s'est passé avec Orpea, DomusVi et cetera, ça a quand même, pas mal bougé les lignes. OK. Donc, voilà. Si on regarde le côté business maintenant, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur, ton activité, sur, est-ce que tu as comment tu t'es financé jusqu'à maintenant, et cetera? Alors, sur la partie purement financière, donc Auguste, on va dire, c'est bientôt 3 ans d'existence, dont, je tiens à préciser quand même, 1 an et demi de covid, Mmh. qui nous a quand même bien ralenti sur la partie recherche et développement. Hem, on est, aujourd'hui, 2 opérationnels, donc moi sur la partie, tout, on va dire, parce qu'il faut être au four au moulin. Et donc Julie qui est, une alternante diététicienne, qui a fait, une licence pro aussi en alimentation santé, donc qui est chargée de projet nutrition, chez nous. Elle passera CDI, donc je suis très fier parce que ce sera la première employée, de la boîte, donc elle passera en CDI en septembre. Et bah, on démarre aussi, c'est un peu le lot, hein, de toutes les petites structures, c'est que, bah, et on fonctionne aussi avec, beaucoup de stages sur la partie, communication, support, R&D également. Donc nous, on a une responsabilité, c'est de les encadrer au mieux, pour, qu'ils aient des résultats, assez concrets et nous aussi, à l'issue de petits stages. J'ai une associée, donc je vous l'ai dit, Carla Lucet-Jacquet, qui est, donc sur la partie vraiment supervision, pas 100 sur l'opérationnel, mais vraiment supervision de la R&D. Et j'ai eu la chance pour le démarrage, tu me demandais comment je me suis financé, donc il y a une part d'autofinancement, de ma part et une part, non négligeable quand même, sur, de l'investissement de mes parents en fait, qui m'ont aidé au démarrage. Et ça, c'est le coup de pouce dont on a besoin souvent quand on crée des projets, qui donnent dans la R&D, c'est que, bah, il faut financer la R&D parfois à perte, donc il faut pouvoir tenir.
Donc c'est la love Heu, money comme on dit. la love money, exactement. Donc j'ai eu la chance, d'avoir, mes parents qui m'ont soutenu pour le démarrage, et puis derrière, bah, après, moi mon rôle, c'est aussi d'aller financer tout ça avec, des subventions. Donc aller C'est défendre ça. le projet, auprès de Tu parlais de subventions concours donc tout à l'heure pour obtenir des ouais. subventions. Et quels sont les concours auxquels tu as participé et quelles subventions tu as pu obtenir? Il y a eu, bah, qui ont été vraiment importantes pour nous, ça a été, la bourse French Tech, donc de BPI, de la Banque publique d'investissement qui, sur des critères, d'innovation, de faisabilité, vient justement cofinancer en fait. C'est ça le cofinancement qu'il y a eu entre notre partie d'autofinancement et la partie de BPI. Elle, vient donner, la moitié de ce que l'on peut investir en R&D. Donc là, moi, j'ai eu la chance d'avoir, 30 000 € de leur part, ce qui nous a permis de boucler l'ensemble de la phase de faisabilité de la R&D qu'on a faite maison en grande partie, donc c'est pour ça qu'on a pu économiser quand même pas mal de coûts, là-dessus. Ça a pris plus de temps certes, mais du coup ça nous a permis d'économiser et d'avoir une maîtrise parfaite de la R&D. Et après derrière, on vient combler ça avec, des dispositifs régionaux. Donc, je vous invite pour ceux qui nous écoutent, qui souhaitent se lancer, voilà, vraiment d'aller, sur leur guichet d'aller au guichet, chambre de commerce, parfois des pôles pépites entrepreneuriaux, liés aux universités de vos régions, qui peuvent, donner, derrière des contacts, bah, sur des financements régionaux parce que les régions financent, beaucoup, subventionnent beaucoup les projets innovants ou industriels, voilà, enfin, toutes les typologies de projets sont financées dans tous les cas. Voilà et puis derrière, dès qu'on commence à toucher le marché, on a la solution, on l'a industrialisée, on commence à toucher le marché. Là, on peut, entamer, phase de levée de fonds où on va aller, augmenter les capitaux et en échange de quoi, ça nous permet d'aller lever de la dette, lever de la dette bah, pour actionner, Mmh. Là, c'est lancer le dans les développement. plans, à court terme de lever des fonds? Alors, beh, on a démarré cette levée de fonds, avant l'été, c'est pas la meilleure période. Nous, notre objectif, c'est que, on a une visibilité, assez claire, sur les trimestres qui viennent. Donc, on a la chance, en fait, de faire cette levée de fonds, en étant, confortable, sans la pression. Donc on cherche vraiment, des partenaires qui soient là en fait, pour nous accompagner et nous faire gagner du temps Mmh. sur cette partie agro-industrielle, cette montée en charge qu'on va avoir. Donc voilà, on a ce luxe-là que de pouvoir prendre notre temps et de réfléchir vraiment à qui on va ouvrir le capital, pour nous porter sur, au moins les 2-3 prochaines années qui vont arriver, qui vont être décisives pour nous. Hem Et derrière, voilà, cette partie dette, en fait, qui vient faire effet levier, Mmh. c'est comme, pour, les projets immobiliers, hein. On a 1 €, bah, la banque va nous prêter, Mmh. tant et cetera. Même si là, les taux, sont ont fortement augmenté, mais Ouais. donc voilà, on est vraiment dans cette phase-là. D'un point de vue, purement chiffre d'affaires, on a des prévisions qui sont assez, «faibles» entre guillemets, pour, cette première année puisque, nous on comptabilise, le démarrage de l'activité des premiers déploiements industriels à partir de septembre. Mmh mh. On ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs, donc chaque déploiement sera vraiment, unique et maîtrisé. Donc on prend ce temps-là pour aller viser l'excellence opérationnelle. Donc en termes de prévision, ça nous donne du 60 000 € de chiffre d'affaires pour cette année, qui devrait être réalisé, sans problème. Et après derrière, bah, c'est de pouvoir dupliquer, tout le modèle puisque, bah, on va déployer sur certains établissements de groupement, mais derrière, la promesse, c'est que si tout fonctionne bien, qu'on arrive à viser l'excellence, c'est de dupliquer partout. Et donc, ça peut aller très, très vite, notamment, avec, l'effet, des multiplicateurs qu'on peut avoir avec les sociétés de restauration collective. Mmh. Donc voilà, on a des ambitions à peu près à 450 000 € de chiffre d'affaires l'année prochaine. Pour On est en train de 2023. sortir, ouais, 2023, on est en train de sortir de nouvelles gammes de produits, Des nouvelles pour sauces, d'autres hein, qui moments. doivent sortir, c'est ça? Ouais, on va étendre la gamme de sauces salées. Mmh On mh. est en train de travailler sur des matrices, assez innovantes sur la partie sucrée. Et le prochain, gros sujet de réflexion qu'on va mener sur la partie R&D, là on a à peu près établi le cahier des charges, c'est sur la partie oncologie. Hem Et encore une fois, on garde un œil, assez aiguisé, précis sur, la partie portage de repas en fait, hein, parce que, on a été D'accord. très, très sollicité là-dessus et c'est vrai que le marché à domicile,
Il y a beaucoup, beaucoup de gens dénutris comme je le disais tout à l'heure, Le donc canal, B2B2C en fait. Enfin, c'est c'est ça, c'est distribué par les collectivités locales, ou c'est certaines ça, sociétés privées, mais au voilà, consommateur final, à domicile. c'est ça. Ouais. Pour compléter sur la levée de fonds, au cas où on aurait des investisseurs qui nous écoutent, idéalement, vous cherchez à lever combien en dette et equity? Alors, aujourd'hui, le montant recherché, on parle de 200 000 €. OK. Donc c'est vrai qu'on est, sur cette phase qu'on appelle l'amorçage. Oui. Donc on cherche 200 000 € pour, 15 du capital à peu près. Mmh. Voilà, on est très exigeant sur la partie, voilà, on veut des investisseurs de métier, qui vont nous accompagner sur cette phase d'amorçage. L'amorçage, c'est la partie, on va dire, peut-être la plus risquée, hein, sur la partie levée de fonds. Mmh. Donc hem, voilà, Donc plutôt l'accompagnement. plutôt des business angels alors, plutôt des Tout privés? à fait. Tout à fait, des Mmh. business angels, des groupements de business angels, ces sociétés-là qui peuvent, sociétés ou associations d'ailleurs, Mmh. ou tout simplement des particuliers. Même s'il y aura toujours, je pense, une sensibilité, pour les entrepreneurs, en fait, des personnes ou des chefs d'entreprise qui ont monté leurs projets ou qui ont monté des projets dans les projets, et qui savent, voilà, qui savent reconnaître la prise de risque et qui auront sans doute une compréhension différente du lancement de projet, Mmh. que des fonds vraiment, privés où là, bah, voilà, c'est plus le même métier. Mmh. Donc voilà, on Et cherche surtout ça. tu peux n tu peux nous en dire un petit peu plus, sur l'axe de l'oncologie que tu veux développer? Est-ce que c'est un nouveau statut réglementaire? Est-ce que c'est une nouvelle gamme de produits? C'est une nouvelle gamme de produits. On essaye d'avoir une approche, alors pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément faits sur la dénutrition liée au cancer, en fait, elle va souvent de pair, pour, les cancers, nasopharyngés, en fait, tout ce qui va toucher aux membres supérieurs. Hem, Pourquoi? Parce que dès qu'on a le cancer, on va avoir des traitements par rayons, chimio, qui vont venir en fait, inflammer, les muqueuses en général. Donc, ça va être, tout ce que je vous disais, le complexe nasopharyngé, souvent on voit dans nos entourages, des réflexions du type: «J'ai le goût de sang dans la bouche, le goût de rouille, le goût de l'effet carton». Oui, c'est parce qu'en fait c'est inflammé, et c'est le sang qu'on sent. Donc il y a un il y a il y a il y a une vraie, il y a un vrai sujet parce qu'une personne qui va être dénutrie, et qui va prendre, ces traitements-là, on va être obligé de doubler, la puissance des rayons ou des traitements, pour, rendre ces traitements efficaces parce que la personne est trop faible, parce que dénutrie pour, lutter efficacement. Donc plus on double, plus il y aura d'effets secondaires, malheureusement la dénutrition va arriver, très, très rapidement, pour 40 donc des adultes qui ont le cancer, bah, c'est 40 qui sont dénutris, 10 d'entre eux vont décéder des conséquences directes de la dénutrition. Et au-delà D'accord. de ça, il y a tout l'accompagnement au domicile où on sait que, bah, il y a tout, sur, comment bien se nourrir, se nutrir, lorsqu'on a le cancer. Ah, il y a beaucoup d'écoles de pensée, de choses, et finalement, un vrai défi sur l'accompagnement au domicile. Donc, on est en train de réfléchir à une gamme, qui toujours, dans cet ADN un peu full service, et qui prenne le problème, autrement, pour faciliter la prise alimentaire. Donc voilà, pour ça c'est un peu confidentiel, mais À suivre heu, donc. à suivre, à On est suivre. tou Ça sera pas pour tout de suite, mais on reste toujours dans un statut alimentaire, hein, on n'est pas sur un statut, nutrition clinique, CNO ou alors d'ADFMS comme on dit? alors sur la partie, produits, sauces, nous on les passe en DA-DFMS en Ah fait, hein, OK. tout simplement parce que d'un point de vue réglementaire, c'est quelque chose d'assez puissant, pour, les professionnels, Mmh. du soin surtout. C'est Une un forme de faire-part caution aussi? important. C'est une forme de caution, Donc pour de expliquer, ce sont les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, le terme, officiel du statut. voilà, c'est un peu l'équivalent du dispositif médical pour l'alimentaire. Donc il y a un cahier des charges, d'un point de vue nutritionnel qui est très strict, faut bien sûr prouver que le produit fonctionne. Donc nous, on a une, démarche d'études de consommation, études de digestibilité et études cliniques, D'accord. pour montrer que notre gamme fonctionne, puisqu'on ne peut pas inscrire, n'importe quoi non plus en DA-DFMS. Et sur la partie, oncologie, on n'a pas encore fixé, le sujet, mais sans doute qu'on restera quand même, sur cette dimension soins.
parce que, voilà, le produit sera un peu différent donc c'est des choses qu'il faut qu'on explore. Là, Mmh. pour l'instant, la priorité, c'est de le formuler, enfin de continuer la formulation et d'arriver à quelque chose qui soit vraiment innovant. Encore une fois, des sauces enrichies, ça me fait toujours plaisir quand on dit: «Ah bah, fallait y penser». Mmh. Bah, voilà, fallait y penser et là, on essaye de penser à quelque chose de tout aussi, Au coup d'après. hem, voilà. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous partager ton quotidien d'entrepreneur? C'est quoi tes habitudes? Est-ce que tu as des journées types? Est-ce que tu as des rituels? Alors, en ce moment, j'avoue attendre les vacances avec impatience. Parce que D'accord. c'est la fin de période, ça va à 1000 à l'heure, on a pas mal de déploiements sur pas mal de sites. Donc là, c'est début de semaine, je suis dans un coin de France, fin de semaine, je suis dans un autre. Et finalement sur une semaine, je vais peut-être pouvoir, travailler 2 jours, en «journée bureau» entre guillemets, mais au final, je suis absorbé par les problématiques R&D et absorbé par les coups de téléphone et le suivi. Mais en gros, voilà, moi les journées, elles démarrent, assez tôt, elles terminent, assez tard. Alors qu'est-ce que tu appelles assez tôt et assez tard? Pour moi assez tôt, je sais qu'il y en a qui démarrent plus tôt, hein. J'ai des potes qui sont encore plus acharnés que moi. Hem Et pour moi, oui, à 7 heures, on est, ça y est, on est sur les mails, on commence à faire partir les premiers mails. On prend le temps, en fait, de 7 heures à 8h30, on sait qu'on a une fenêtre de tir bien parce que, on n'est pas embêté par les coups de téléphone. On peut vraiment se concentrer sur les mails, la to do, on fait ça et après, le reste de la journée, on enchaîne les rendez-vous, et puis voilà. Mais c'est vrai que là, j'arrive à un stade où, mais c'est super, c'est ce que j'attendais, c'est ce que j'adore, c'est le fait d'être occupé, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est, de pas se poser de questions. Voilà, on sait ce qu'on fait, c'est juste parfois, voilà, c'est un peu tonique, quoi. On est vraiment à la minute près. Mmh. J'ai souvent mes proches qui ça les insupporte parce que je les appelle toujours entre, 2 rendez-vous. Alors je suis dans la voiture et ils m'entendent pas bien, Faut et optimiser. voilà, c'est en fait, voilà, c'est ça, c'est l'optimisation du temps. Mais j'optimise beaucoup parce que moi j'ai un objectif quand même, et j'y arrive assez bien. Mais c'est nécessaire pour mon équilibre, c'est que je coupe le week-end. C'est-à-dire que, quand je rentre chez moi le soir, je coupe parce que ça continue dans la tête, hein. On Mmh. se réveille, ça nous réveille la nuit, mais tu dois connaître ça aussi. Mais, l'idée, c'est vraiment de par contre, dès qu'on est en week-end, voilà, on coupe. Et là, je cuisine pour moi, je fais mes courses, on va se balader et cetera. Mais arrivé le vendredi soir, Ouais. Tu as parce que d'autres sinon astuces pour, à partager avec les entrepreneurs qui nous écoutent pour couper le week-end? Parce que je pense que c'est pas facile pour tout le monde. et ben je pense que c'est bien de se faire un peu sa routine. Pour le coup, j'ai pas tellement de routine, la semaine parce que les journées sont quand même très différentes. Mais c'est vrai que les week-ends, j'ai pas mal de routines, pour rentrer dans mon week-end, avoir des paliers de décompression, le samedi matin de voilà, savoir qu'on va aller courir, s'aérer, c'est comme si on enlevait tous les problèmes. Après, j'adore faire mon marché, je me fais mon petit plat. Là, en ce moment, je travaille beaucoup sur les pâtés croûtes. C'est très, Ah! très technique le pâté croûte, très, Ouais, très ouais, technique. la vraie gastronomie. Et du coup, voilà, avoir ces petites habitudes, c'est bien et puis, bah, quand on a la chance d'avoir, que ce soit, les beaux-parents, qui habitent un peu loin et où ça nous permet de couper, bah, bon, ça c'est quand même, le top du top Mmh. et puis faire sa to-do. Moi, je sais que je pars le vendredi, la to-do est faite, comme ça, je sais que le lundi matin, je Prêt à suis redémarrer. dedans. Ah, je suis prêt à D'accord. redémarrer. Si je l'ai pas faite, je suis pas bien, voilà, du dimanche matin au lundi matin, je suis pas très bien parce que je sais que Mmh. je sais pas par où je vais démarrer le lendemain matin. Tu disais que tu avais pas mal de d'amis qui étaient entrepreneurs maintenant. Est-ce que tu fais partie d'associations? Est-ce que tu as des clubs? Ou est-ce que tu faisais partie d'un incubateur à un moment donné aussi? Ouais. Alors c'est vrai que le projet quand il était dans sa phase d'idéation, donc j'étais au pôle, pépites, entrepreneuriat de Lyon, donc porté par l'université, où là, en fait, on est, tous très, très jeunes, tous, très, très, naïfs, hein, puisqu'on se lance sans vraiment savoir où on va, en pensant qu'on va révolutionner la terre. Donc j'ai pas mal de contacts encore là-bas et c'est vrai que c'est intéressant parce que les projets, sont vraiment de nature diverses. Après, une fois que j'ai terminé mes études, là, j'étais prêt à me lancer.
Donc j'ai repris 1 an d'études pour vraiment me poser sur le projet et me dire: «Bon, tu encore un peu jeune». Je me voyais pas me lancer tout de suite, en faire mon métier. Et donc là, je suis rentré à l'incubateur de M Lyon, où on a des mentors, on travaille avec d'autres entrepreneurs. Donc là, on a vraiment un accompagnement, on est chaperonné. On passe de l'idée au projet, à l'entreprise, avec, des challenges de projets assez réguliers. Donc c'est super, vraiment je le conseille. Sélectionnez bien vos incubateurs parce que c'est important d'avoir des mentors qui soient présents parce qu'aussi bien d'un point de vue pour accompagner l'entrepreneur dans son parcours psychologique et puis, voilà de l'accompagner sur les étapes de création et puis pour la partie business, de se poser les bonnes questions au moment où on est dans la phase où on pivote le plus, où on a envie de pivoter le plus parce qu'on n'est pas sûr. Du coup, on veut pivoter et c'est important d'avoir des gens des gardiens du seuil, qui ont l'expérience, ou qui connaissent bien les entrepreneurs. Donc ça, c'est important, je le conseille. Oui. Et là, tout récemment, j'ai la chance d'avoir intégré, d'être lauréat du réseau Entreprendre Ah, très bien. qui est donc sur le Rhône, qui est une superbe association où, on reconnaît plus l'entrepreneur que les projets, Mmh. où là, on va vraiment chercher, c'est un peu les entrepreneurs anonymes, mais c'est super parce que ça nous permet de décompresser, de quitter un peu, le quotidien et de s'accompagner tous et il y a un superbe accompagnement. C'est vraiment un super réseau. Ouais, c'est ça, parce que non seulement tu intègres une promo que tu vas suivre, enfin vous allez vous voir tous les mois avec, différentes interventions, puis cet C'est ça. esprit d'échange et de promo et en plus tu es mentoré pendant 2 ans par un entrepreneur un peu plus expérimenté. C'est ça, tout à fait. Mmh. Donc c'est l'esprit famille et en même temps, d'entraide et toujours dans un cadre, voilà, les valeurs, du réseau Entreprendre, bah, typiquement, c'est créer de l'emploi. Tout Et à je trouve fait. ça super parce que Ouais. c'est ça qui est intéressant, quoi. Ça nous met vraiment dans la bonne direction. Et donc c'est quoi les perspectives de création d'emplois à 3 5 ans? Là, l'idée, c'est d'internaliser la R&D à 100 à partir de janvier. En gros, on sera 3 à temps plein, à partir de janvier, R&D qui et aujourd'hui est 5. dans un centre technique, hein, c'est ça? Alors, nous, on fait la R&D maison, donc toute la Mmh. partie labo, on l'a fait. C'est juste que j'aimerais vraiment dédier, quelqu'un à temps plein dessus, pour moi me libérer du temps, libérer du temps à mon associé aussi, et que chacun puisse se concentrer vraiment sur ses activités. Mmh. Donc voilà, la partie centre technique, nous, on y va vraiment pour optimiser, nos diagrammes de fabrication, pour ensuite bien faire le transfert, auprès des sous-traitants sélectionnés. Mais donc voilà, on sera 3 à partir de janvier, 5 à partir de septembre prochain, donc de septembre 2023 et Auguste, en croisière, à 3 ans, on sera, un peu moins de 10. OK. L'enjeu, c'est vraiment de s'appuyer sur des réseaux existants, du moins je parle pour l'activité Mmh. food service. Bien. Est-ce que tu as déjà eu des échecs ou des flops sur ta jeune vie d'entrepreneur? Alors oui, et je pense que c'est ça qui c'est le rebond, hein, c'est vraiment le moteur, l'autre jour, je viens de discuter, à l'occasion enfin, avec d'autres amis et je disais que quand on se lance, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la naïveté. Alors je parle pour les jeunes entrepreneurs, hein, qui ont pas forcément l'expérience professionnelle avant. Moi personnellement, je me suis lancé par naïveté et après ce qui a permis de tenir, c'est l'optimisme. C'est de savoir qu'on va voilà, on a un optimisme, on s'est dit: «C'est bon, ça va le faire». Hem Et je pense que derrière, c'est les échecs. Mais bon, qui du coup, voilà, c'est pas vraiment des échecs. Alors ça fait un peu cliché, hein, dit comme ça. On dit souvent les échecs, c'est ce qui vous permet de rebondir et cetera. C'est l'apprentissage. Mais quand on vit des moments où on se dit que ça y est, c'est fini, on va pas pouvoir se relever, que c'est compliqué, qu'on est arrivé à des freins, des choses insurmontables, bah, c'est là où l'entrepreneur, il active un mode, voilà, il passe de l'échec à la résilience en, 36 secondes, quoi. Mmh. Et ça, je pense que c'est notre métier d'entrepreneur, c'est de se dire que, il y aura toujours des solutions, en fait. Mmh. Et faut juste déconnecter la partie, on va dire, dévalorisante de l'échec et de s'orienter sur: «Non, OK, alors c'est quoi les chemins de traverse? Option A, option B, option C». Mmh. Et c'est pour ça, qu'il faut bien travailler ses options, par contre. C'est ça. Et il y a 26 Mais lettres dans l'alphabet, ouais, c'est donc ça. 26 options. Exactement, exactement.
Et justement, je rebondis sur la notion d'optimisme. Nous, on a une devise qu'on aime bien, enfin une citation qu'on aime bien chez Nutrikeo, c'est: «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait». Et Mmh. toi, qu'est-ce qui était impossible et pourtant tu l'as fait? Et bah, très honnêtement, si j'avais su à quel point ça allait être si compliqué au démarrage, maintenant je le dis plus parce que je suis très, très fier et on avance vite et fort, donc je suis très content d'être passé par là. Mais c'était tout ça, c'était de ne pas être issu du monde de l'agroalimentaire, de ne rien enfin, quand j'ai démarré, je connaissais rien à l'agro, rien à la restauration collective, rien à la nutrition. Et c'est grâce à ces 3 ans de je te dis, de rebond, de connaissances, de rencontres, mais bon, il a fallu y dédier 3 ans quand même Mmh, pour, arriver à ce résultat-là. mais tu y es Et c'est arrivé, pas fini. Bah, tu y es pas arrivé. fini. Mmh. Je pense que Sur le voilà, on chemin. se dit toujours, on voit la fin du tunnel, mais en fait, je pense qu'il y a très clairement, hein, quand on est entrepreneur, il y a pas vraiment. C'est qu'à chaque fois qu'on se dit, c'est la fin, non, en fait, on va aller un peu plus vite et puis je suis sûr que le tunnel, il va continuer, mais c'est pas grave. C'est ça l'optimisme, c'est toujours se dire qu'il y aura la lumière au bout, Mmh, mais notre force, c'est que justement, on est dans le tunnel et on sait avancer dans ce tunnel, quoi. C'est mmh. ça notre métier. Et c'est ça qui est intéressant et qui est un bon message d'espoir pour tous les entrepreneurs, tous secteurs confondus, mais en particulier dans le secteur de l'alimentation. C'est que cette naïveté, cette forme d'inconscience avec laquelle tu as abordé le marché, te fait apporter de l'innovation à un marché qui était dominé par des mastodontes, tantôt pharmaceutiques, tantôt agroalimentaires. Et donc tout le monde, probablement avant toi, s'est dit: «Bah non, faut pas y aller, c'est pas possible». Mais toi, forcément, Voilà. tu t'es dit: «Bah si, il y a un truc à faire et on va le faire». Ouais, exactement. C'est Mmh, pour ça que il y a beaucoup d'idées, mais parfois ça vaut vraiment le coup de se prendre un week-end et de se poser, de mettre ça sur papier, de passer deux trois coups de fil, d'appeler, vraiment, c'est ce que je conseille à d'autres, personnes qui m'appellent qui veulent savoir un peu comment ça s'est passé au démarrage. Prenez votre téléphone, tapez dans la barre de recherche et ces gens que vous voyez sur internet, faut pas hésiter à les appeler, quoi. Faut mmh, leur demander, hein. Faut mmh, dire: «Comment ça se passe? Pourquoi il y a pas ça? Si on faisait ci, si on faisait ça?» C'est la découverte, quoi. mmh. Donc comme tu dis, la naïveté, l'inconscience fait que parfois c'est des bons ressorts d'innovation, mais c'est souvent comme ça, j'ai l'impression. Complètement. Une autre question, justement, dans ce secteur, qui n'était pas le tien initialement, comment tu fais pour te maintenir en veille sur l'univers de la nutrition? Sur les tendances, sur les ingrédients, sur, les consommateurs? Alors là, je fais la pub, mais je vais sur Culture Nutrition, Ah, le très bien. blog, Très bon média. très bon média. Alors, très honnêtement, LinkedIn est mon ami. OK. Je passe beaucoup, beaucoup de temps sur LinkedIn à des fins prospectives et puis, justement pour ça, pour avoir de la veille, de voir, quels sont les liens, les ramifications entre telle personne, tel projet, qui sont leurs participants. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup tous les jours et après surtout, c'est de beaucoup échanger en fait, hein, ni plus ni moins. C'est de prendre le temps, parfois c'est important de prendre le temps de déjeuner, avec, que ce soit des confrères, que ce soit des clients, de faire une veille vraiment physique sur c'est quoi les tendances, qu'est-ce qui se passe, comment tu vis ces événements-là, tout ça. Là, en plus, on est dans un contexte qui est assez incertain avec la revalorisation, tout a pris 15-30%, donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur l'agro, notamment et puis sur la nutrition et le soin de manière générale. Donc voilà, je pense qu'il y a une partie, pour moi qui est beaucoup du contact, et puis, parfois on se fait des points, là je vois sur la R&D, on contacte des gens, des chercheurs, on se fait des visites, sur des UMR, des unités de recherche et c'est des gens en fait, les chercheurs, moi j'ai beaucoup appris à travailler avec eux, heu, ils cherchent et ils trouvent Mmh, plein de choses mmh et il faut et vraiment prendre le c'est temps ça. d'échanger. Ils sont ravis à chaque Et fois ils de demandent qu'à être sollicités parce que exactement, parfois ils sont un peu trop enfermés dans leur univers, académique et ils sont très, très ouverts à discuter aussi avec des industriels pour faire naître des innovations concrètes, issues de leurs exactement. travaux de recherche. Bien sûr, il y a rien de plus gratifiant pour un chercheur, je pense, que de voir une innovation qui va être utilisée au quotidien par des patients ou par des consommateurs. Tout à fait, donc voilà, c'est des choses de veille, faut se les imposer un peu, je pense. Mmh, Se dire qu'une fois par mois, on se fait une sortie, en équipe, on prend la voiture, on se fait 2-3 heures et on se fait, une visite, un UMR et cetera. En plus,
moi, j'aime bien ça parce qu'en général, c'est des gens qui sont très, très pointus dans leur domaine et vu que moi, je suis pas du tout pointu dans leur domaine, je cherche toujours à vulgariser, Mmh. ce qu'ils veulent dire et c'est un super exercice parce que du coup, on ressort avec les messages clés. Puis, bah, derrière, comme on a une équipe qui est beaucoup plus compétente que nous, puisque c'est ça qu'on cherche dans l'équipe, c'est des gens plus intelligents qui vont comprendre 100 des messages qu'on nous dit. Hem et ben, c'est super parce que tout le monde a des niveaux de compréhension différents. Donc c'est important de le faire en équipe, à plusieurs, quand on commence à avoir une petite équipe et puis, bah, quand on est tout seul, sur la partie découverte, voilà, faut, LinkedIn, les contacts, appeler les gens. Faut vraiment pas avoir peur, de y aller, quoi. Mmh. Donc ça veut dire qu'on peut te tu es très actif sur LinkedIn, on peut te suivre et te contacter sur LinkedIn facilement? On peut me contacter très facilement, il y a pas de problème. Bon là, je vous l'ai dit, c'est un peu intense d'un point de vue, planning, alors très actif sur LinkedIn, j'y suis beaucoup. Je devrais un peu plus, poster, voilà, tenir au courant de notre actualité. Mais c'est vrai qu'on est tellement pris par l'opérationnel et qu'on a tellement des retours aussi, autres. C'est vrai qu'on a la chance de pas du tout investir de temps sur cette partie-là et pour autant le produit a déjà des échos. On fait partie l'autre jour on a découvert qu'on était sur des chaînes Facebook, de groupes de diététiciennes alors que je ne sais pas du tout comment ça s'est fait. Donc on a cette chance-là, mais c'est vrai que, faudrait que j'y sois un peu plus. Mais, vous pouvez me contacter sans aucun problème, je suis toujours ravi à l'échange. Même des projets qui sont dans la même veine, parfois on se dit: «Ah je vais pas lui parler de mon idée» et cetera. Surtout pas, plus on sera dans ce domaine-là, plus on travaillera, sur des nouvelles offres, plus on fera bouger les lignes et c'est ça qu'on veut. Faut pas oublier que l'objectif, c'est juste de remettre du plaisir dans l'assiette et si on peut, éliminer un problème, que ça fait 30 ans que ça dure et que 30 ans que c'est les mêmes solutions, Mmh. eh ben, on sera tous très fiers, les uns les autres d'y avoir contribué. Mmh. Mais écoute, merci beaucoup Zachary. On arrive au bout de cette discussion. C'était vraiment très, très intéressant et c'est passé vite. J'aurais encore beaucoup de questions à te poser, mais le temps nous est compté. Merci mille fois encore pour ton temps. Je pense que c'était un vrai éclairage sur l'entrepreneuriat, sur l'innovation dans des univers qui sont en apparence verrouillés, sur la capacité à innover sur ce secteur à la fois de la nutrition, de la silver economy. On voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que des jeunes entreprises comme la tienne peuvent apporter énormément de valeur aux patients et aux consommateurs. Donc ça donne beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie. Je pense à tous ceux qui peuvent nous écouter et qui peuvent avoir envie d'entreprendre dans le secteur de la nutrition. Donc merci beaucoup pour tout ce partage d'expérience entrepreneuriale, c'était hyper intéressant. Beh, merci à toi Grégory, merci pour ton temps. Je sais que je parle beaucoup, donc voilà, j'espère que vous pourrez sélectionner les deux trois infos qui vous ont intéressé et Non, un non, grand mais c'était merci pour très cette riche. invitation. Bah, merci beaucoup et du coup, j'en profite pour, remercier, tous ceux qui nous écoutent et qui nous ont écoutés jusqu'ici, et je donne juste quelques détails avant de vous quitter. Pour retrouver toutes les informations sur le podcast et sur cet épisode, ça se passe sur le média Culture Nutrition, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et les autres. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts et à partager, autour de vous, dans votre réseau, à vos amis. Ça compte beaucoup pour faire connaître le média et le podcast Culture Nutrition. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Très bonne fin de journée.